Bonjour Yann Arthus Bertrand. Salut à toi. Bienvenue à la radio du cinéma. Vous présentez un film qui s'appelle donc France, Histoire d'amour. Ouais. C'est évidemment un projet relativement engagé. On va le développer ensemble. Alors pour les gens qui malheureusement ne connaîtraient pas votre parcours, en quelques mots, vous voulez bien un petit peu échelonner un petit peu et votre parcours de photographe et puis Alors, la suite. Je veux tout te raconter. À 18 ans, je rêve d'être acteur de cinéma. Je fais deux films, un qui s'appelait Dis-moi qui tu es avec Michel Morgan. J'en fais un autre avec OSS 117. Et je tombe amoureux de ma première femme qui m'emmène dans la campagne. Et là, je découvre pourquoi je suis fait. En fin de compte, c'est m'occuper d'animaux et de nature. Et à 30 ans, je rêve de faire une étude sur les lions. Je pars au Kenya faire une étude sur les lions. J'avais élevé beaucoup de lions avec ma femme Anne. Je découvre la photographie à ce moment-là, parce que le doctorat qu'on préparait, ce qui est formidable en France, c'est que tu peux passer un doctorat ou une thèse, même si tu as zéro diplôme avant, tu trouves un directeur de thèse qui l'accepte, tu peux le faire. Donc tu ne pourras pas enseigner à l'université, mais tu auras ton diplôme de scientifique. Donc on part avec ma femme faire une étude sur les lions, une étude comparative entre les lions du Serengeti, les lions du Masai Mara. Et donc pendant 3 ans, on suit une famille de lions jour et nuit en permanence. Et je découvre la photographie puisque ma femme écrivait et moi je faisais de la thèse en photo. Donc, voilà, la photographie animalière. Et le directeur de thèse avait accepté qu'on le fasse en photo. C'est la première fois que ça se faisait en France. Et pour gagner ma vie, je suis pilote de montgolfière, donc je découvre la photographie aérienne, l'importance que donnait la photographie aérienne à la caractéristique du territoire. Donc voilà, pour le faire bref, je rentre en France, je ne soutiens pas la thèse parce que je deviens photographe très vite, tous les grands journaux m'achètent mes photos, je deviens photographe et comme j'ai une grande expérience en photographie aérienne, Hervé Lamartinière me dit « Est-ce que tu veux faire un livre sur Paris ?» Je fais un livre sur Paris, du coup j'en ai fait beaucoup. En 92, je fais La Terre vue du ciel, travail photographique énorme. Succès planétaire. Un succès gigantesque, par surprise. Pourquoi succès d'ailleurs? J'aime bien raconter l'histoire. C'est que d'abord le livre est pas cher. On avait avec Hervé de Lamartinière, on avait imprimé 35 000. Il avait tellement peur que le livre ne se vende pas qu'on avait baissé le prix, donc on a vendu très vite et on a gardé le même prix. Et surtout, tous les musées du monde refusant de m'exposer, on a inventé les expos dans la rue. Je suis le premier photographe qui a vraiment fait des expos dans la rue, rue de Médicis. Ce livre s'est vendu à combien d'exemplaires? 4 millions d'exemplaires. Plus à peu près autant d'autres produits dérivés pour les enfants. C'est un fait rarissime dans l'édition, on est bien d'accord. Pourquoi? Parce que, je répète, comme tous les grands musées m'avaient refusé de m'exposer, on a inventé une exposition on a fait rue de Médicis une expo à Paris, 2 millions de personnes, et j'ai eu pendant 10 ans, 15 ans, j'ai été tourné autour du monde des villes qui me demandaient de faire la même exposition, ces expos assez engagées avec des légendes fortes. C'est le début de véritable intérêt pour l'écologie, l'environnement, donc on était là-dessus. Vous avez en fait ouvert à monsieur, madame, tout le monde la possibilité, l'accès un peu et à la fois à la nature et à la photo et à l'art. Je pense aussi qu'on travaillait d'une façon différente au téléobjectif, puisque j'avais une expérience animalière sur le paysage, donc ça créait des photos différentes. Photos très documentées avec des chiffres, qui étaient un peu nouveaux. Moi, j'ai toujours été obsédé par un travail, mes photographies, d'amener de l'information. La Terre est une œuvre d'art, donc peut-être que voilà, j'ai pas un grand mérite à faire ça. C'est un peu comme je passais dans un musée, je photographiais les tableaux. Fallait-il encore avoir l'idée? Oui, peut-être. Oui. Et puis j'ai quand même hypothéqué ma maison pour le faire, donc j'y croyais. Voilà, Après, j'ai rencontré Luc Besson qui m'avait fait mon film Home. J'ai adoré faire ce film qui est un vrai succès planétaire. C'est un film qui a été vu par 600 millions de personnes, ce qui est énorme. J'étais hier en visioconférence avec quelqu'un à la télévision chinoise qui me dit le film Home, tous les Chinois connaissent ce film, c'est incroyable, que je ne savais pas d'ailleurs, puisqu'il est passé en prime time en Chine. Et un prime time en Chine, c'est 200 millions de personnes d'un coup, donc tu vois, c'est génial. Voilà, je fais une émission de télé sur France 2, ce qui m'a amené dans la vidéo. Qu'on peut citer, hein. Oui, bien sûr, Vue du ciel sur France 2, j'ai fait 20 prime time, c'est quand même énorme. Et je fais beaucoup de films en même temps. J'ai fait sur l'Algérie, Vue du ciel. Je viens de faire Vivant sur France 2. On prépare un film sur M6 qui s'appelle Nature. Donc je fais des gros primes sur la nature, des gros primes. Disons des prime time en début de soirée, c'est des films toujours un petit peu chers, sur l'environnement, des films qui prennent un an de travail. Donc, Yann Arthus, quand on décide en fait de faire comme ça des films, parce qu'on a l'impression que vous êtes un puissant fin et vous avez constamment des revendications de mise en éveil de la planète, de la société comme elle évolue, et on sent qu'il y a un désir permanent de revendiquer avec votre empreinte et vos sensibilités à travers des messages forts. J'ai l'impression que vous êtes de plus en plus engagé dans vos causes. Moi, j'ai toujours été très engagé, je le suis encore plus aujourd'hui. C'est ce que je veux. Et je suis plus engagé aujourd'hui sur un mot qui est complètement un peu désuet, qui s'appelle amour. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus
d'amour pour la vie, pour les animaux qu'on consomme, qu'on ne devrait pas manger. Et quand je vois ce qui se passe au Hamas et ce qui se passe en Ukraine, je me dis véritablement que mon pays soit le deuxième vendeur d'armes au monde me choque un petit peu. Voilà. Tout ça fait que je suis parti dans une histoire, c'est le film que je suis en train de faire en ce moment, c'est très personnel, sur cette banalité du mal dans lequel on vit au quotidien. Voilà, donc c'est un film difficile à faire, toujours très compliqué parce que tu parles de toi et tu veux être juste, toi, et tu veux pas. Voilà. Ici, on a montré un film qui s'appelle France, une histoire d'amour. C'est un film qu'on a tourné à l'iPhone, à travers la France. Oui, oui. Un film qu'on a commencé avant le Covid, t'imagines, qui a été bloqué par le Covid. Après, c'est difficile de retrouver un financement. On a repris il y a 1 an et demi le film. Et on est passé pendant 6 mois, on a tourné à travers la France avec une voiture électrique, aller à la rencontre des gens qu'on aime. Et en même temps, je fais un travail en ce moment sur les Français, un travail photographique. J'ai fait photographier 20 000 Français déjà. C'est un gros travail sociologique, presque scientifique, d'essayer de mettre des visages, du corps sur les chiffres de l'INSEE. Et on a mélangé un petit peu ça dans le film en faisant des studios, on a la rencontre des gens. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est très... je pleure beaucoup dans ce film. En vieillissant, je ne m'arrange pas. D'émotions, voilà, sur des gens qui font, qui m'émeut. Donc je suis vraiment devenu aujourd'hui... quelqu'un m'a dit l'autre jour... en me voyant photographier les gens, mais est-ce que tu as l'impression d'être le photographe de l'amour? J'adore ça. J'adore penser que j'essaye de photographier l'amour des gens, l'amour des familles qui viennent se faire photographier, parce que je demande aux gens de venir se faire photographier avec les gens qu'ils aiment. Elles viennent avec leur famille, leurs collègues de travail, leurs amis. J'ai eu la chance d'en voir quelques-unes sur votre propre téléphone et je peux en témoigner. En fait, il y a des photos où il y a des couples, où il y a des groupes, un peu par corporation professionnelle. D'ailleurs, de manière pas du tout anecdotique, vous avez convié un certain nombre de gens lors de la projection en fait, au Festival d'Angoulême. C'est important de détailler en fait, ce trait de générosité. Et vous pouvez peut-être donner quelques exemples parce que ça va toucher les gens. À Angoulême, par exemple, on a fait venir les gens qui sont les héros du film parce que c'est des gens qui sont très courageux mais qui ne le savent pas. Ils font plus que les autres, j'ai vraiment les mettre en valeur. Par exemple, j'ai mon amie Marie-Jo, qui est une bonne sœur qui est à la porte de la chapelle, qui reçoit chaque année 7000 réfugiés. C'est énorme. Et toute la journée dans son bureau, elle reçoit des gens, les aide pour les papiers, pour donner de la bouffe, des vêtements, elle trouve des chambres d'hôtel. Elle est invraisemblablement humaine. Elle est normale, enfin quand on voit tout, c'est comme ça. Il y avait une femme qui avait monté un camion battoir. Les animaux, ils sont très stressés quand on les transporte. Donc c'est des camions qui arrivaient dans les champs. Les animaux étaient abattus dans le champ devant tout le monde. Les animaux avec les enfants qui caressaient la vache. C'est génial de voir parce qu'il faut savoir qu'un animal dans une ferme, il va être abattu un jour. Donc tout le monde le sait. Donc même s'ils l'aiment, ça fait partie de leur vie. Et donc ils savent que ça va disparaître un jour. Et donc ce côté d'acceptation de la mort, si c'est fait proprement, voilà. Et donc elle a fait faillite dans l'indifférence générale. Je fais des gens qui sont en réinsertion, faut travailler des gens en réinsertion, beaucoup de gens qui s'occupent de réfugiés, Cédric Héroux dans le sud, des gens qui font du bio. Voilà. Tout ça c'est une espèce un mélange un petit peu maladroit, un peu maladroit, mais qui fait c'est une aventure entre nous deux. Et l'équipe du film est tournée aussi, le preneur de son parle avec nous. Parce que l'intérêt de l'iPhone, ça permet de travailler très près avec les gens. Et moi je filmais aussi, qui permet que les gens... L'iPhone, ils sont habitués aujourd'hui de filmer, donc il n'y a pas de... C'est tombé dans le droit commun. Voilà, il n'y a pas de frontières. On a fait du son, quand même le son technique était un peu plus compliqué. Et puis les disques durs, parce qu'un iPhone, tu ne peux pas avoir une... Voilà, donc les nouveaux, on le peut, mais ceux-là, on ne pouvait pas. Donc on avait une dizaine d'iPhones qu'on déchargeait tous les jours. Mais la qualité de l'iPhone cinéma, je n'en reviens pas de voir sur un grand écran le résultat. Du 4K, quoi. C'est impressionnant. C'est aussi se libérer du matériel, libérer d'un matériel lourd. Moi, je veux oublier le matériel quand je travaille. Voilà. Et c'est un film que j'aime beaucoup, qui a plein de maladresse, qui est une espèce de road movie. Et c'est ça qui fait la charme du film, quoi. Il y a beaucoup d'amitié, de tendresse avec les gens que je photographie. Et avec Michael Pitio, qui est mon co-réalisateur. Est-ce que ce film, en fait, va avoir un parcours télévisuel également ou pas? C'est un film France Télévisions. Voilà, donc il passera tôt ou tard à la télévision. Exactement. Voilà. D'accord. Et on cherche un distributeur. Voilà. Donc voilà, Yann Arthus, l'appel est lancé. S'il y a un distributeur qui est intéressé... Oui, parce que les docs ne marchent pas trop bien en ce moment en salle. Il faut l'accompagner. Et j'aimerais que ce film donne envie, quoi, parce que agir rend heureux. Et qu'est-ce qu'il y a de plus sympathique et plus essentiel dans la vie que d'être heureux? Alors vous me tendez la main, Yann Arthus, mais c'était un peu l'objet de ma question. Quand on regarde, et vous pouvez vous permettre de le faire, puisque je veux dire, votre parcours professionnel est jalonné de succès. Quand on regarde, de succès, non, mais en tout cas de passion, on peut dire déjà. Qu'est-ce que ces démarches veulent dire de vous? Ça veut dire que je cherche, je doute, et que j'essaye de m'améliorer. Moi, je suis quelqu'un qui aujourd'hui a bien compris qu'on s'en sortira que si on arrive à s'aimer et vivre ensemble.
quand tu vois ce qui se passe. Alors, sur mon travail des Français, par exemple, j'ai énormément de mal à photographier 5 députés qui veulent les photographier ensemble. Ah bon? D'extrême droite à extrême gauche. Non, ils ne veulent pas. Alors qu'ils sont tous députés. Voilà. Par ego. Ils ne veulent pas. Par ego, aussi par peur de ce qu'on va dire. Comment moi je suis photographié avec un mec d'extrême droite ou avec d'extrême gauche. Alors que c'est simplement en fait quelque chose de fraternel. On se tend la main, on se tend la main, on se hype pas. Mais on vit dans un monde où la banalité du mal est autour de nous en permanence. Par exemple, je suis végétarien et je l'assume complètement. Et j'en parle un peu dans mes films parce que la viande aujourd'hui, l'industrie de la viande est en train de détruire la planète. Et en même temps, il y a la souffrance animale. Il y a beaucoup de choses qui me touchent énormément. Et d'aimer la vie, c'est aimer les plantes, c'est aimer les animaux, c'est aimer tout ce qui vit. Non, mais c'est aimer tout ce qui vit sur Terre. Ouais. Et moi, plus en plus, en vieillissant, je me sens presque prisonnier d'un amour immense pour la vie autour de moi. Et ce métier m'a rendu beaucoup moins con. Et j'ai l'impression d'aimer beaucoup plus les gens qu'avant, de moins critiquer, de moins être cynique, moins sceptique. Faire preuve de tolérance. Ouais, c'est un peu d'utopie là-dedans, mais l'utopie est peut-être une vérité prématurée, je ne sais plus qui a dit ça, mais j'aime bien ça. Et je pense que mon travail d'aujourd'hui est vraiment dirigé vers cet humanisme profond que je ne ressens pas assez autour de moi. Voilà. Mais je ne suis pas meilleur que les autres, hein, mais je m'améliore. Mais en tout cas, je connais mes défauts, j'essaye de les corriger un maximum. Ouais, pas de les cacher, parce que je les assume complètement. Voilà. D'accord. Alors, Yann Arthus Bertrand, c'est un bonbon que vous venez de nous dire. Là, ces confidences sont magnifiques et elles sont pleines d'amour, hein, véritablement. Ouais. Si vous aviez un message justement un peu symbolique à la population dans son ensemble, ça serait quoi en fait? Un message un peu de paix ou quelque chose d'apaisement? Une histoire que je raconte souvent, quand j'ai fait mon film Human, qui est peut-être pour moi le plus grand film que j'ai fait. C'est gratuit sur YouTube, je conseille aux gens de le regarder, de 3h15, mais c'est peut-être le plus grand film que j'ai fait. C'est avec Armand Amar, mon meilleur ami, qui fait une musique géniale. Il y a 2 heures d'interview face caméra. Oui, on n'entend pas la voix off, il n'y a que le queue qui parle sur le sens de la vie avec des paysages, 1 heure de paysages du monde inouï. C'est vraiment le film à voir à mon avis. D'abord, Curtis, avec toi Curtis, le réalisateur, dit que c'est fait partie des 3 plus grands films qu'il a jamais vus, donc c'est plutôt sympa. Ouais, c'est un beau compliment de la part de Richard Curtis. Et un jour, on a été filmer une femme agriculteur de subsistance. Ce sont les gens qui ne vendent rien, qui travaillent à la main tous les jours comme un sacrifice quotidien à la terre. Et ces gens-là, ils ont une vision, une intelligence incroyable, naturelle. Et je lui pose une question un peu d'occidentale, on posait les mêmes questions à tout le monde. On a été autour du monde, il y a 2000 personnes à poser les mêmes questions sur le sens de la vie, le pardon, l'argent, la religion. Et je me demande quel est votre plus grand rêve. Alors c'est une question un peu d'occidentale, parce que quand tu as eu 16 enfants, comme cette dame dont 6 étaient morts. 16 enfants. Voilà, et dont 6 étaient morts, et que tu vis dans rien, tous les jours tu es en survie quotidien. Est-ce que la météo va me permettre de nourrir mes enfants? C'est des gens qui ont peur d'être malades parce qu'ils ne peuvent pas nourrir la famille. C'est des gens qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras pour travailler. Tout ça, voilà, on est dans un monde différent. Et c'est des gens qui ont une intelligence instinctive de survie au quotidien qui me fascine toujours. Et cette dame, je lui dis, quel est votre plus grand rêve? Et elle me parle de maladie, d'éducation. Je dis non, en tant que femme, en tant que toi, en tant qu'être humain. Elle me dit quelque chose à laquelle je pense tous les jours j'y pense. Elle me regarde dans les yeux et elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Qu'est-ce que c'est intelligent? On va tous mourir un jour. Mourir avec le sourire, ça veut dire qu'on aura été heureux de la vie qu'on a essayé d'avoir. On n'aura pas été parfait, mais on a fait le maximum. Et on a réglé nos problèmes avant de partir. Et partir apaisé. Voilà, partir apaisé. Et en fin de compte, la vie, elle n'a aucun sens. C'est toi qui donnes du sens à ta vie. C'est toi qui dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et en fin de compte, on peut tous faire quelque chose. Toi, en tant que journaliste, moi, en tant que réalisateur, c'est une personne qui m'écoute qui est boulanger, il peut être restaurateur. On peut tous faire quelque chose pour la planète. Pour la vie sur Terre. Et se dire, aujourd'hui, il y a des choses qui sont tellement évidentes qu'il faut essayer de faire. Alors, moi, je vais répéter mon redondant. Manger bio, c'est super important. Aujourd'hui, on a perdu 80% des insectes volants. On est en train d'empoisonner la terre. Arrêtez de bouffer de la viande industrielle. Et en ce moment, manger de la viande d'un paysan qui a aidé les biens animaux. Il faut le faire, mais cette viande, il faut la payer le vrai prix, pas le prix des supermarchés afin que les gens puissent vivre. Aujourd'hui, la moyenne des paysans, c'est 600 € par mois. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Voilà, aider les gens à mieux vivre. Bon, moins prendre l'avion, tous les trucs classiques que peut dire un écolo, mais savoir que c'est pas une punition. Agir, quand on fait ça, quand on fait partie de ce monde, on se sent mieux. Il ne faut pas être radical. Moi, je dis les choses. Si vous voulez continuer à prendre l'avion, prenez-le. Mais sachez que ce n'est pas bon pour l'environnement. Et le message, c'est que, en fin de compte,
Moi, toute ma vie, j'ai été photographié la beauté du monde. J'étais des plus beaux, je crois que personne n'a été comme moi. J'ai fait 500 000 photos dans ma vie, c'est dingue. Et en fin de compte, je m'aperçois que la vraie beauté aujourd'hui, c'est les gens qui font. Je suis beaucoup plus intéressé par les beautés des paysages, des visages, pardon, que des paysages. Les gens m'intéressent beaucoup plus. Les gens qui s'engagent, les gens qui donnent. C'est un livre ouvert. Et cette beauté, elle a un nom, elle s'appelle l'amour. Et ça, voilà. Voilà ce que je veux dire. Alors, vous venez de dire une phrase fondatrice par rapport à cette jeune femme que vous avez rencontrée. Quel rêve vous avez? J'ai envie de vous poser exactement la même question. Oui, mais quel rêve vous avez? Tu sais, j'aimerais. Tu sais, je travaille, j'ai 78 ans, je n'ai jamais tant travaillé de ma vie. Vous ne les faites pas. T'es gentil. C'est vraiment, j'ai envie d'être. J'aimerais être. J'ai été un garçon très ambitieux, qui n'a pas souvent regardé les autres. On est toujours un artiste, on avance. Mais aujourd'hui, on sent que vous êtes dans le partage. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de m'améliorer, d'être meilleur. Et c'est pas. Je crois qu'on est tous un peu là-dedans. Mais en vieillissant, j'ai l'impression que je me bonifie. Voilà, j'essaye en tout cas. J'ai encore un long chemin à faire. J'espère que je vive très vieux pour être un homme. C'est un très joli message. Merci infiniment, Yann Arthus. Alors, il y a une petite tradition à la radio du cinéma. Je vais vous demander en fait que vous me donniez votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée. Alors, quand les films préférés, ils changent tout le temps, mais j'ai vu Perfect Days l'autre jour de Wim Wenders. Ça m'a sidéré de la simplicité de ce film tourné en 15 jours. Sidéré de l'intelligence de ce film. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Et c'est mon film préféré d'aujourd'hui, maintenant, ça va être un autre de demain. l'instant. Mais voilà. vous vouez quand même un certain intérêt à ce réalisateur. Mais Wim Wenders, c'est pour moi le film qu'il a fait sur Salgado, sur Le sel et la terre, est pour moi un des plus grands films faits sur un photographe. Voilà, il est génial ce mec. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Vous l'avez déjà rencontré? Non, jamais rencontré. J'aurais bien aimé parce que je voulais travailler avec lui. C'est l'appel à la radio du cinéma. Ouais, mais écoute, Yann Arthus Bertrand souhaite rencontrer Wim Wenders. Non, mais j'adorerais travailler avec lui, faire un film avec lui, parce que je trouve qu'il a une vision humaniste assez incroyable. Voilà, c'est en lui, on sent que et ce film Perfect Days parle d'humanité, c'est extraordinaire. Voilà ça. Alors la meilleure musique, je ne peux pas imaginer que Yann Arthus Bertrand ne soit pas passionné par la musique. Alors d'abord, mon compositeur préféré, c'est mon meilleur ami Armand Amar, qui fait beaucoup de musique de mes films, qui a fait Home, qui a fait beaucoup de choses. Mais vraiment, il y a une musique que j'adore, c'est la musique de The Hours de Philip Glass. Philip Glass, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a inventé quelque chose de répétitive et c'est extraordinaire. C'est vraiment, pour moi, un des plus grands. Alors, c'est pas des musiques de film, c'est des musiques qu'il avait composées, qui est devenu après un film par la suite. Mais The Hours, avec la musique de Philip Glass, c'est pour moi un chef-d'œuvre. Voilà. Et donc, pour terminer, en fait, votre réplique préférée? Alors, je n'ai pas de réplique préférée, mais je dois reconnaître que j'ai mes bureaux à Paris, Bois de Boulogne, qui sont les anciens bureaux de Roux Serroir, qui avait produit Le Père Noël est une ordure. Et Le Père Noël est une ordure, et pour moi, c'est un chef-d'œuvre de réplique. Et donc, il y en a une que j'aime bien. Oh, c'est une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi. Non, Thérèse. Non, Pierre, c'est un gilet pour vous. Voilà. Donc, et ce film est truffé de, c'était... De pépites. Un pépite. Ouais, de petites pépites. Thierry Lhermitte, que j'aime beaucoup, que je connais un petit peu parce qu'il monte à cheval et on est proche au bout de champ. Oui, voilà. Je m'intéresse aux chevaux et en tout cas, je l'aime beaucoup. Et c'est quelqu'un, Thierry Lhermitte, dès que tu demandes de l'aider pour... Moi, je suis un peu mendiant professionnel pour mes fondations, ma association, pour faire quelque chose. Et chaque fois, Thierry répond oui. Et c'est des gens qui ont du cœur et qui sont prêts à aider les autres. Voilà. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors